Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le ministère du Commerce et de l'Industrie demande aux commerçants de respecter les prix des denrées alimentaires récemment fixés afin d'éviter d'être sanctionnés par les dernières mesures gouvernementales en vigueur. Il y a quelques semaines, le gouvernement a réduit les taxes de certains produits alimentaires essentiels tels que le riz, la farine de maïs connue sous l'appellation des kaunga et les pommes de terre. Cependant, les consommateurs se plaignent de voir que certains commerçants font de la résistance en refusant d'aligner leurs prix à ceux mis en place par le ministère du Commerce. Le ministère du Commerce a procédé à une descente sur les principaux marchés afin de vérifier la respectabilité des dernières mesures et rappeler aux récalcitrants d'éviter de tomber sous le coup de la loi. La première dame du pays, Mme Jeannette Kagame, déclare que la vaccination améliore la santé des enfants et contribue ainsi au développement socio-économique du pays. Déclaration faite alors que le monde est dans la semaine consacrée à la réflexion sur l'importance de la vaccination. Explication avec Assimi Souf. Les parents disent qu'ils ont compris l'importance de la vaccination sur la santé de leurs enfants. La raison pour laquelle je fais vacciner mes enfants, c'est parce que je sais que si l'enfant n'a pas respecté tout le protocole, il est affecté. Lorsque la date prescrite arrive, je fais vacciner mon enfant et ainsi de suite. La raison de mon attention, c'est pour que l'enfant puisse bien respecter le protocole de vaccination pour éviter toute complication ultérieure. Je respecte fidèlement le protocole. Plus d'1,3 million de jeunes filles ont été vaccinées contre le cancer du col de l'utérus. Le centre biomédical du Rwanda indique que le protocole a respecté et de 13 vaccinations. Le ministre de la Santé, le docteur Sanzimana Sabin, indique que le gouvernement rwandais déploie davantage d'efforts dans les programmes relatifs à la vaccination. Notre pays a mis en place beaucoup de mesures, dont la vaccination des petits-enfants pour éviter des décès précoces et ainsi 96% des vaccins destinés aux enfants leur ont été donnés. Je pense qu'il s'agit de 2 pays seulement sur le continent qui peuvent les avoir et il est même possible d'avoir 100%. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, indique que la dernière semaine du mois d'avril est consacrée à la réflexion sur l'importance considérable de la vaccination. La première dame Jeannette Kagame a sur son compte Twitter publié, je cite, « L'investissement dans la santé est essentiel afin d'atteindre le développement durable. Et puis, la vaccination améliore la santé des enfants et contribue au développement socio-économique de notre population. » Fin de citation. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, indique que leur objectif est de s'occuper des enfants qui n'ont pas respecté le protocole de vaccination. Notre objectif est de pouvoir atteindre des millions d'enfants qui n'ont pas eu les vaccins devant préserver leur santé à cause de la pandémie de Covid-19. Parmi ces vaccins figurent le vaccin contre la pneumonie, le vaccin contre la rougeole et le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Si nous parvenons à atteindre le niveau d'avant le Covid-19, cela aiderait à préserver la santé de nos enfants, ce qui doit être fait parallèlement avec le renforcement des capacités des organes sanitaires pour qu'ils puissent fournir des services dont ceux relatifs à la vaccination et ainsi aider à lutter contre les épidémies. L'OMS indique que les vaccins aident à préserver la santé de la population mondiale et ajoute que chaque année, les vaccins permettent d'éviter des décès entre 3,5 et 5 millions.
Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales indique qu'une recherche visant à comprendre les effets des pesticides utilisés dans l'agriculture sur certaines espèces vivantes est en cours. Des experts dans l'environnement estiment que si rien n'est fait, cela pourrait entraîner des effets tels que la diminution de la production agricole, la détérioration des infrastructures et autres. Les détails avec Kassim Issouf. Des agriculteurs un peu partout sur le territoire national continuent à dire qu'on observe des effets de la détérioration de différentes cultures, notamment des fruits, dont la production diminue davantage. Avant, nous avions une belle production, mais avec l'apparition des insectes, c'est différent. Ce qu'il nous faut maintenant, ce sont des experts pour nous former. Les agriculteurs disent en outre que certains pesticides affectent non seulement les plantes, mais aussi d'autres espèces vivantes. Les apiculteurs disent que ces pesticides ont beaucoup contribué dans la disparition des abeilles, d'où la diminution de la production de miel. Les abeilles continuent d'être rares à cause de certains pesticides, mais ils sont tout de même essentiels pour accroître la production agricole. Mais en fin de compte, la rareté des abeilles affecte la pollinisation. Le docteur Jules Rutebuka, expert en conservation de l'environnement, indique que les activités humaines affectent le sol et la biodiversité et si rien n'est fait, les effets continueront à augmenter. Si la production diminue, l'on sera confronté à la pénurie de nourriture et le second problème est que si cela continue ainsi, les infrastructures seront également affectées. L'enquête de l'Union internationale pour la conservation de la nature a révélé qu'en province du Nord, chaque année, 43 tonnes de terre sur un hectare sont emportées par l'érosion et 4,6 tonnes en province de l'Ouest au Rwanda subissent le même sort. Pour pallier à ce phénomène, les experts recommandent la plantation des arbres et des cultures pouvant croître en symbiose. Le secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, le docteur Olivier Kamana, rassure qu'une recherche à ce sujet est en cours. Actuellement, des recherches sont en cours sur la manière d'introduire d'autres espèces vivantes qui se nourrissent de ces insectes affectant les cultures. La recherche est menée par l'Office rwandais de l'agriculture et cela va aider à arrêter l'utilisation des pesticides affectant la biodiversité. On peut aussi dire que l'une des mesures comprend des plantes qui peuvent tuer ces insectes ou encore des pesticides fabriqués à partir des plantes. C'est l'un des moyens de préserver l'environnement et d'accroître la production agricole. Compte tenu du fait que plus de 60% des terres au Rwanda sont utilisées pour l'agriculture, les experts en agriculture écologique estiment que le partenariat entre les institutions publiques, les ONG et le secteur privé est essentiel pour trouver une solution durable à ce problème. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Adriana Domagala. Elle est la chef de la coopération de l'action culturelle à l'ambassade de France au Rwanda. L'ambassade de France organise du 5 au 6 mai prochain à Kigali un study tour pour promouvoir la coopération universitaire et la mobilité étudiante. Alors, bienvenue d'abord à vous, Madame Domagala. Merci beaucoup de votre accueil. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce que c'est un study tour ? Oui, bien sûr. Donc, un study tour, en fait, c'est un événement qui est organisé en lien avec ce qu'on appelle Campus France, qui est donc une agence institutionnelle française qui vise à promouvoir la mobilité étudiante et la coopération universitaire.
Donc ce study tour aura lieu au Burundi et au Rwanda cette année. On a été parmi les heureux élus et on va accueillir ici à Kigali la semaine prochaine 9 établissements d'enseignement supérieur français pour l'occasion. Oui. Et comment va se dérouler cette activité, du moins ici au Rwanda, quand on sait déjà que ce sont 9 établissements d'enseignement supérieur français qui seront présents dans le pays? Absolument. Donc cette manifestation se déroulera en 2 temps. La première journée sera consacrée à des rencontres institutionnelles entre les établissements français et rwandais. Et la deuxième journée sera dédiée à un salon étudiant auquel tous les étudiants et lycéens rwandais seront invités. Et ce sera au Centre culturel francophone du Rwanda à Kigali. Cela m'introduit justement pour vous poser cette question. Comment se porte la coopération universitaire entre la France et le Rwanda, surtout après ce réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays qui a commencé en 2021? Absolument. Donc la coopération universitaire, elle évolue et elle évolue dans le bon sens. On a donc plusieurs programmes de bourse auxquels sont éligibles les étudiants rwandais, mais il n'y a pas que ça. On a aussi ouvert un espace Campus France dédié pour les étudiants et on reçoit 2 fois par semaine au Centre culturel francophone les étudiants ou les lycéens qui veulent se renseigner sur les études en France. Donc la porte est ouverte. Et enfin, pour finir, on a aussi une association France Alumni Rwanda, qui vient tout juste d'être lancée par des anciens étudiants rwandais en France et dont l'objectif sera en fait de promouvoir les échanges entre les anciens étudiants et les futurs étudiants rwandais qui partent en France, avec un programme aussi de mentorat et puis surtout de retour d'expérience pour ne pas décourager ceux qui veulent partir faire des études en France et puis surtout leur permettre d'en apprendre plus avant le départ. Oui, ce sont au total 9 établissements qui vont faire les déplacements de Kigali. Et pourquoi le choix spécifique de ces 9 établissements en particulier? Est-ce une demande du côté rwandais, c'est-à-dire du ministère de l'Éducation, le Mineduc, ou c'est une sélection qui a été faite en commun entre les deux pays? Merci pour cette question. Alors, j'ai pu rencontrer le vice-chancelier de l'Université du Rwanda et j'avais eu l'occasion également d'annoncer aux autorités compétentes que Campus France voulait organiser cet événement. Donc, il a été très bien accueilli et on nous a en quelque sorte laissé carte blanche parce qu'en fait, on se rend compte que les besoins en termes de coopération universitaire sont très importants. Donc ensuite, pour ce genre d'événement, c'est Campus France à Paris, le siège, qui prend le relais, qui fait la promotion auprès des institutions françaises. Et donc, on a eu la chance d'avoir ces 9 différents établissements qui agissent dans plusieurs types de domaines, d'activités, de disciplines, qui se sont montrés intéressés par le Rwanda parce qu'il y a donc un potentiel très important de développer les coopérations, la mobilité étudiante, d'attirer des étudiants rwandais francophones ou anglophones en France. Ah, c'est un détail intéressant. Donc, les étudiants qui utilisent la langue anglaise peuvent aussi postuler dans ce genre de programme. Absolument, il y a de plus en plus d'établissements français qui proposent maintenant des enseignements et puis carrément parfois des licences entières ou des masters complètement en anglais. Donc c'est vraiment une diversification de l'offre de l'enseignement supérieur en France qu'on constate ces dernières années. Oui. Le samedi, il y aura donc 2 sessions. Si j'ai bien regardé dans le programme, il y aura l'avant-midi et la seconde l'après-midi. Qu'est-ce qui sera traité pendant ces 2 sessions? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, il n'y aura pas de différence. En fait, on a voulu faire toute une journée de salon étudiant parce qu'on se rend compte que le centre culturel francophone est grand, mais peut-être pas en capacité d'accueillir autant d'étudiants rwandais qu'on le souhaite en une demi-journée. Et donc, on a proposé aux 9 établissements d'être là en fait pendant toute la journée, matin et après-midi, donc avec une petite pause pour le déjeuner. Mais l'accès sera donc libre et donc on invite vraiment tout un chacun à venir nous voir et puis à venir se renseigner directement auprès de ces universités, de ces écoles de commerce et ainsi de suite, pour en apprendre plus sur leur offre et sur d'éventuels programmes de bourse. Oui, la France demeure l'une des principales destinations universitaires du monde. Des milliers d'étudiants choisissent les universités françaises pour faire leurs études. Quelles sont les particularités de la France pour attirer autant de jeunes cerveaux?
Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, on a un gros vivier d'étudiants étrangers. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un tiers de ces étudiants qui sont en fait des étudiants d'Afrique subsaharienne. Et le chiffre a augmenté donc, de 40% en 5 ans. Donc on a vraiment réussi à attirer aussi des étudiants d'Afrique subsaharienne venant de pays anglophones et francophones. Et donc on en revient à ce que je vous disais sur le fait que de plus en plus d'établissements proposent des formations dans les 2 langues aujourd'hui. Il y a également un effort très important qui a été consenti ces dernières années pour accompagner les étudiants une fois qu'ils arrivent en France. Et donc, chaque université propose des sortes de guichets où, à l'arrivée, les étudiants peuvent aller transformer leur visa en carte de séjour, où ils peuvent se renseigner sur l'offre de logement, faire toutes les formalités administratives qui sont liées à la pré-rentrée, ainsi de suite. Et donc, de sorte à ce que les étudiants, une fois arrivés en France, ils ne se sentent pas seuls, mais vraiment accompagnés les premiers jours. Parce que c'est ça qui est très important quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est vrai. Et la concurrence devient très rude dans ce domaine depuis quelques années. On voit des nouvelles destinations pour les études. Quelles sont donc les innovations offertes par la France pour pouvoir demeurer une destination incontournable pour les étudiants et les chercheurs? Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années. Donc déjà, la transformation de Campus France, donc cette institution dont je vous parlais, mais également des projets, alors notamment de fusionner plusieurs universités. Donc c'est le cas de l'UPEC, qui est une des universités qui sera présente la semaine prochaine, pour vraiment avoir une formation, une offre de formation en tout cas, dans tous les domaines, et puis pour plus également de cohérence. Donc il y a vraiment énormément qui a été fait également en termes d'accueil des étudiants étrangers, et puis dans un souci aussi d'efficacité de l'offre de formation en France. Oui, donc vous parlez de 9 établissements qui font les déplacements du Rwanda. Prenons-en 4 pour en parler. Commençons par l'UPEC, qui est donc l'université Paris-Est-Créteil. Une université engagée. L'UPEC pense et répond aux défis de la transformation sociale et environnementale en promouvant les excellences et plus de justice sociale. Parlez-nous un peu de cela. Oui, bien sûr. Donc, c'est une des grandes universités, justement une de celles qui a subi des transformations ces dernières années. L'UPEC, en fait, ça rassemble donc, une sorte de consortium en fait, d'établissements d'enseignement supérieur et offre une formation dans tous les domaines, qu'il s'agisse alors de l'histoire, qu'il s'agisse de l'archivistique, de l'économie-gestion, mais également des matières scientifiques. Et donc, ils ont réussi à obtenir récemment un projet en fait Erasmus, donc qui est financé par l'Union européenne pour une coopération ici avec Rwanda Polytechnique sur donc notamment la mécatronique, donc voilà une discipline scientifique vraiment de pointe que le Rwanda souhaitait ouvrir, et donc on va avoir des échanges d'étudiants mais également d'enseignants dans les 2 sens dans les années qui viennent. C'est très bien, c'est très bien. Et prenons la deuxième université de notre choix parmi les 9. Il y a donc cette université qui fait 3700 étudiants, 40% d'étudiants internationaux, 23 laboratoires, 480 enseignants et chercheurs, 2600 publications annuelles, 770 startups créées en 2010. Et puis, donc, cette école, c'est l'école polytechnique. Parlez-nous un peu de cette école polytechnique. Alors, on est ravis évidemment que l'école polytechnique ait décidé de venir au Rwanda la semaine prochaine. C'est une école très prestigieuse en France, très compétitive, dans laquelle il est très difficile de rentrer. En France, donc, il faut savoir que pour rentrer à l'école polytechnique, il faut, après le lycée, faire 2 années de prépa, ce qu'on appelle donc école préparatoire, pour avoir ses chances en fait, pour rentrer dans cette école qui est vraiment parmi les meilleures dans le monde pour toutes les disciplines scientifiques. Et l'école polytechnique a été créée donc, au XVIIIe siècle, donc c'est une école très ancienne, voilà, comme je le disais, très prestigieuse. Donc on est ravis qu'ils s'intéressent aux étudiants rwandais et qu'ils espèrent, en tout cas c'est ce qu'on espère, développer des partenariats ici avec les universités rwandaises. Oui. Prenons un autre choix parmi les 9 universités, et à tout seigneur, à tout honneur, parlons journalisme. Il y a donc l'école supérieure de journalisme de Lille.
Absolument. Alors l'école de journalisme de Lille, encore une fois, une très grande école française consacrée cette fois-ci donc au métier du journalisme. C'est une école qui forme les journalistes de demain et qui a une offre vraiment très variée, parce que ce qu'on observe aujourd'hui avec le journalisme, et je pense que vous ne me contredirez pas, cher Patrick, c'est que pour être journaliste aujourd'hui, il faut savoir toucher à tout, il faut être expert en réseaux sociaux, il faut savoir soi-même en fait préparer une interview, mais aussi ensuite pouvoir la poster et donc avoir toutes ces capacités aussi techniques. Donc c'est une école où on peut apprendre toutes ces choses-là et on est évidemment très content de les avoir à Kigali la semaine prochaine pour peut-être bien des échanges avec l'Université du Rwanda et l'école de journalisme qui se trouve à Huye. Oui, et puis il y a une autre université ou une autre formation qui sera proposée aux étudiants rwandais, le cordon bleu. Oui. Et quelle est donc la particularité de cette formation? Nous savons déjà la renommée mondiale de la cuisine française. Qu'apprend-on donc au cordon bleu? Qu'est-ce qu'on apprend? Le Rwanda a l'ambition de développer son secteur touristique. Et qui dit secteur touristique, il y a également la cuisine qui occupe une place de choix pour attirer les touristes. Oui, en effet. Alors, la France a un réseau d'écoles qui sont spécialisées en art culinaire, mais aussi en management, hôtellerie, restauration. Et donc, le Cordon Bleu fait partie de ces écoles qui sont vraiment implantées en France, mais qui ont également tout un réseau à l'international. Et Cordon Bleu, en fait, offre des formations à la fois donc, pour les jeunes diplômés donc, de l'enseignement secondaire, mais travaille aussi avec, par exemple, l'hôtellerie de luxe. Donc évidemment, avec l'offre aujourd'hui qu'on a au Rwanda, ils sont très intéressés pour pouvoir travailler et offrir des formations sur quelques semaines, mais vraiment intensives, aux différents agents qui travaillent aujourd'hui dans les hôtels de luxe ou dans, en tout cas, tout le secteur en fait, de l'hôtellerie-restauration au Rwanda. Donc là aussi, on est très contents qu'ils viennent ici. Ils ont déjà des partenariats dans d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, l'Ouzbékistan, et donc ils espèrent aussi étendre leurs activités sur le continent africain, à commencer par le Rwanda. Alors, le dernier message, il y a des jeunes Rwandais qui sont en train de nous suivre, qui sont déjà intéressés par la destination France, par les études en France. Que dites-vous à ces jeunes qui sont en train de suivre votre message? Alors, je dirais à ces jeunes que parler plusieurs langues, déjà, c'est essentiel si on veut maximiser ses chances d'avoir un emploi qui soit satisfaisant, stimulant. Donc, je pense que le retour du français et le soutien qu'accorde le ministère de l'Éducation à l'enseignement et à l'apprentissage du français, c'est une excellente chose. Je dirais également qu'il ne faut pas avoir peur aussi de se lancer pour des projets de mobilité étudiante. C'est toujours un petit peu intimidant au début, on se demande si on va y arriver, mais il faut savoir que quand vous partez dans un pays comme la France, vous n'êtes pas seul. Il y a énormément d'étudiants étrangers qui sont là aussi dans la même situation que vous, et c'est une expérience très enrichissante. J'ai eu moi-même la chance donc, de partir faire des études, par exemple en Angleterre, et je sais que ça m'a beaucoup appris en revenant ensuite dans mon propre pays. Et donc, c'est vraiment ce qu'on conseille aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on apporte tout ce soutien à la coopération universitaire, parce qu'on estime que c'est une très grande chance et que ça donne des atouts indéniables pour pouvoir contribuer ensuite au développement, au façonnement de son propre pays. Voilà. Merci beaucoup, Madame Adriana Domagala. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes la chef de la coopération culturelle à l'ambassade de France. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Les analystes politiques et historiens affirment que 29 ans après les génocides perpétrés contre les Tutsis, de plus en plus de voix se joignent aux Rwandais pour faire connaître la vérité historique sur ces génocides, même s'il y a ceux qui tentent de continuer à propager l'idéologie du génocide. Ils indiquent également que malgré tous les génocides contre les Tutsis, reste un fait indéniable des notoriétés mondiales. Suivez. Le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda est un fait indéniable de notoriété mondiale.
Même ceux qui tentent de le nier n'y parviennent pas, tant les preuves sont irréfutables. De façon générale, on peut dire que je pense que l'information sur le génocide commis contre les Tutsis devient de plus en plus à la portée de tout le monde, en tout cas de la part des membres de la diaspora rwandaise en Europe, mais également aussi des communautés dans lesquelles nous vivons. Il y a eu depuis la fin du génocide contre les Tutsis beaucoup de livres qui ont été écrits en français, en anglais et dans d'autres langues européennes. Mais également, il y a des activités chaque année, des colloques, mais également des commémorations à travers le pays, à travers nos pays ici en Europe. Et ce sont des occasions pour nous de renforcer l'information, de mettre l'information à la disposition aussi bien des membres de nos communautés rwandaises, mais également du public en général. Et de la même façon, il y a maintenant de plus en plus de stèles commémoratives qui sont érigées dans plusieurs pays en Europe. Elles représentent également un outil de communication et d'éducation à l'intention, bien entendu, des Rwandais qui vivent dans ces pays, mais également à l'intention du public en général. Je pense que, de façon générale, le génocide commis contre les Tutsis devient effectivement, dans l'esprit de tout le monde, un fait de notoriété publique, comme l'a jugé le tribunal d'Arusha il y a plusieurs années de ça déjà. Le génocide qu'a malheureusement connu le peuple rwandais, génocide principalement contre les Tutsis, ce génocide, il était programmé. Il ne s'est pas déclenché tout d'un coup parce qu'il y a eu l'attentat contre le président Habyarimana. Il était en germe, il était en préparation. Et ce sont des rouages de l'État qui ont permis cette préparation, et qu'ils le veuillent ou non. 29 ans après le génocide, le Rwanda déplore la présence de certains pays qui ne s'empressent pas pour arrêter ceux qui ont commis le génocide, les juger ou les extrader vers le Rwanda. Si plus d'un quart de siècle après les faits, il y a encore ceux qui portent la responsabilité du génocide, qui ne sont pas jugés, ils en ont profité pour développer des manœuvres de nature à nier la réalité du génocide et des Tutsis au Rwanda. Ça a permis aux responsables du génocide de pouvoir mettre sur pied une sorte de réponse coordonnée pour pouvoir échapper à les responsabilités. Tous ont du mal à parler d'abord de génocide, mais ils n'osent pas contester frontalement que le génocide contre le Tutsi ait lieu. Ils n'osent pas le contester frontalement. Mais ils ont essayé d'adapter leurs réponses en essayant de trouver des éléments qui puissent, qui puissent pour eux, des éléments qui les permettent d'échapper. Ils ne sont pas tous poursuivis, mais c'est comme s'il y a eu une sorte de connivence pour essayer d'imaginer une autre histoire qui est différente de la réalité. Et voilà, je pense que ça, c'est quand même un élément important que moi j'ai relevé, une sorte de, je ne sais pas comment je vais expliquer ça de façon beaucoup plus simple. En fait, on essaye petit à petit de créer une vérité alternative qui va dire une autre histoire. Une autre histoire, voilà, pour déformer l'histoire, ils essayent de mettre sur place, de créer un récit différent du récit que tout le monde connaît et que la justice a déjà démontré. Alors, comme aujourd'hui, on ne peut plus, du moins les gens sensés ne peuvent plus dire que le génocide n'a pas eu lieu, on essaie d'inventer une autre explication. Maître Richard Gisagara indique que même les pays qui traînent encore le pied dans l'arrêt des suspects du génocide devraient comprendre qu'il est obligatoire de les juger puisque le génocide est un crime contre l'humanité. Le génocide est imprescriptible, donc il faut que les sociétés qui décident de juger, déjà juger le génocide est un devoir. Il y a une convention internationale de lutte contre le génocide et cette convention a été signée par divers pays et ces pays doivent se préparer, doivent s'adapter pour pouvoir juger malgré ces deux éléments que vous venez de mentionner. C'est des points importants. Effectivement, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile, mais écoutez, c'est une conséquence du génocide et une fois de plus, c'est une conséquence de la lenteur de la justice. Donc il faut que la justice internationale, il faut que les pays qui hébergent les personnes qui sont impliquées dans le génocide puissent s'armer, il faut que l'appareil judiciaire puisse s'armer pour pouvoir juger malgré le fait que c'est très loin du Rwanda, malgré le fait qu'il y a un délai très important, mais le génocide est imprescriptible, donc il faut qu'on s'adapte pour pouvoir juger.
29 ans après le génocide des Tutsis, le Rwanda intensifie ses efforts dans la lutte contre l'idéologie de la haine et du génocide qui malheureusement ont des échos en République démocratique du Congo voisine. Le pays s'est engagé depuis longtemps vers la voie de l'unité et la réconciliation, synonyme du développement qui s'accélère dans le pays. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. Excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.